Chers amis, bonjour. La présente conférence de presse se veut conclusive du quinquennat du président Patrice Talon et de mon office à ses côtés, Escalité. Donc, à votre disposition pour prendre vos préoccupations relatives à l'actualité récente ou lointaine pour solder les comptes du mandat qui s'achève dans 96 heures. Voilà, à votre disposition. Comme vous avez bien lu la loi sur la décentralisation, je suis convaincu que vous êtes au courant qu'il appartient aux partis arrivés majoritaires dans les villages et quartiers de procéder à la désignation des chefs de village et des chefs de quartier. Ça n'est donc pas la responsabilité du gouvernement. Je ne sache pas qu'il y ait un délai dans lequel les partis soient enfermés pour procéder à cette désignation, mais comme vous, je pense que le plus diligemment c'est fait, mieux ça vaut pour nos populations, et je ne doute pas que les partis politiques soient à pied d'œuvre pour combler ces vides-là. Le président Patrice Talon, je crois que ce sur quoi on peut tous s'entendre aujourd'hui, c'est que conformément à son vœu, éliminer son premier mandat, il est porté en triomphe. J'aime à penser que s'il avait la possibilité, en quittant le palais de la Marina dimanche prochain, d'aller chez lui à pied, il n'arriverait pas à se frayer un chemin pour le faire. Et pourtant, au début, qui aurait imaginé, à part lui-même, dans son intime conviction, qu'il connaîtrait cette fin en apothéose. Donc, je crois que nous garderons tous de lui l'image d'un homme d'État résilient, déterminé aussi au service de la République, n'ayant fait aucune sorte d'économie pour sa personne, parfois même pour son honneur, quand on regarde tout ce qui a circulé à son propos. Je crois qu'in fine, c'est ça que les Béninois garderaient, parce que c'est ça qui nous a permis d'affronter les difficultés, et Dieu sait qu'il y en a eu énormément, les unes après les autres, de ne jamais renoncer et de faire en sorte que nous soyons où nous sommes aujourd'hui, où le Bénin est aujourd'hui, envié, admiré, dont on parle avec beaucoup de fierté. Ce n'était pas à gagner d'avance. Et moi, c'est ce que j'ai envie de retenir. Au-delà des infrastructures gigantesques, et on peut le dire aussi, aujourd'hui on peut se permettre les superlatifs. Je pense que ça a été pharaonique, ce qui a été fait pour le Bénin en ces 10 ans sous le magistère du président Patrice Talon. Vraiment pharaonique. Et ce n'est pas exagéré. Maintenant, le successeur qui arrive dans 96 heures, il sait mieux que quiconque, pour avoir été un des artisans de la gouvernance Talon du début jusqu'à la fin, il sait ce qui a été fait, il sait ce qui est en cours et il sait ce qu'il reste à faire. Donc, forcément, il sait aussi quelles sont les urgences par lesquelles il peut commencer son magistère. Je n'ai pas de conseil à lui donner en ce sens-là. À titre personnel, au bout de l'exercice, je suggérerais simplement à mon successeur dans les fonctions de porte-parole de se faire l'avocat du Bénin, mais un avocat intrépide qui ne concède rien tant qu'il s'agit de l'honneur du Bénin. Parce que, à titre individuel, quand nous avons des différends et que nous nous retrouvons devant la justice, lorsque nous avons les moyens de prendre un avocat, nous aimerions bien que celui-ci nous fasse gagner l'affaire qui nous a conduits au tribunal. Que nous ayons raison ou pas. Et surtout, quand nous n'avons pas raison, nous aimerions que soit il réalise le miracle de nous sortir d'affaire, soit qu'il obtienne au moins de nos juges de nous juger avec clémence, de nous accorder des circonstances atténuantes et de voir que nous ne sommes pas
si mauvais que ça, que nous n'étions pas animés de ce qu'on appelle en droit l'animus necandi, l'intention de nuire. Et s'il peut être dans cette projection-là, je crois que tout le reste, la calomnie, les injures et tout ce qui va avec, quand on est dans ces positions, il saura faire front. L'amour du Bénin chevillé au corps, la volonté d'en être aux côtés de celui dont son ministère procède, un intrépide défenseur de la nation, tout le reste, pour moi, après, c'est gérable. Donc, c'est le seul conseil que je suggérerais à celui qui viendrait vous entretenir dans quelques jours du Bénin, de comment il avance, de ce que nous devons corriger, de ce que nous devons mieux faire, de comment nous devons nous mobiliser tous ensemble pour en faire un grand pays. Le gouvernement a annoncé depuis le 15 octobre 2025 des travaux de réhabilitation du stade Charles de Gaulle à Porto-Novo. Charles de Gaulle en attendant le changement de nom. Et les travaux ont commencé. Les études y relatives ont pris un peu plus de temps que prévu. Sinon, dans notre espoir, c'est que les travaux auraient été achevés pour que la cérémonie se tint à Porto-Novo comme c'est de coutume. Il se trouve que le cas de force majeure qui se pose à nous, c'est que les travaux ont commencé avec retard et sont en cours. Objectivement, pour la qualité que vous nous prêtez en ce qui concerne notre discipline propre, mais la discipline collective aussi que nous avons imprimée au pays, nous n'aurions pas osé convier des milliers de Béninois sur un espace en chantier. Et c'est la raison pour laquelle, fort heureusement, comme les travaux de réhabilitation de l'esplanade du Palais des Congrès, eux, ont commencé plus tôt, ce n'est pas de même envergure que Porto-Novo, autrement, dans les mêmes délais, ça ne serait pas achevé, mais ces travaux sont achevés et nous pouvons disposer d'une place non moins noble pour accueillir cette cérémonie. Je vais profiter de votre question pour vous rassurer parce que je sens qu'il y a un non-dit. Est-ce que, ne prêtant pas serment à Porto-Novo, le nouveau président de la République gagnerait la plénitude des attributs de ses fonctions, notamment au plan spirituel? Parce que comme vous, j'ai entendu les développements d'un de nos concitoyens estimant qu'il manquerait une charge spirituelle. La République, elle est partout chez elle. Partout. Que ce soit à Porto-Novo, Cotonou, on aurait pu dire Parakou, Natitengu, Lokossa, la République, elle est partout chez elle. Mais en plus, quand un bon musulman s'en va prier et qu'il ne va pas à la mosquée, mais qu'il a son tapis, il peut le poser n'importe où, il le consacre, sa prière est acceptée. N'est-ce pas? Donc soyez rassurés. Le fait que la cérémonie se tienne à Cotonou n'enlève rien à sa portée. Et encore une fois, la République étant partout chez elle, où qu'elle se serait tenue, elle aurait eu la même charge. Nous regrettons simplement que les travaux à Charles de Gaulle ne permettent pas à la ville de Porto-Novo de vivre cet événement comme elle en a déjà l'habitude. Mais ça n'est que partie remise pour dans 7 ans avec le président que nous élirons à cette occasion-là. Le compte-rendu du Conseil des ministres a bien employé l'adjectif définitivement pour parler de Wamé. Donc, cher doyen, Wamé s'est réglé une fois pour de bon. Que des protagonistes essayent demain de remettre en cause, de contester, humainement, ça peut s'entendre. Mais l'État a pris une décision qui sera appliquée et respectée. Monsieur Bokor, à ce que je sache, se trouve en prison. Moi, de ma position, je sais qu'il se trouve en prison. Ceux qui prétendent le contraire, vous leur demandez d'apporter la preuve. La charge de la preuve de ce qu'ils allèguent leur incombe. Et puis, ne vous laissez pas distraire par ceux qui, faute de sujet,
en inventent pour essayer d'exister. En annonçant la mise en place de ce projet il y a une dizaine d'années, parce que je pense que c'est l'un des tout premiers qui avait été annoncé, c'était dans la perspective du développement touristique, mais aussi pour créer un effet d'entraînement. Le gouvernement voulait donner l'exemple et par la suite, nous avons pris des mesures incitatives pour encourager des particuliers à mettre en place des flottes de taxis. Et aujourd'hui, dans notre pays, vous en avez au moins 2 ou 3 qui sont compétitives par ailleurs. Et ça n'est pas la vocation de l'État de faire commerce. D'ailleurs, ça n'était pas à proprement parler du commerce puisque les conducteurs étaient des artisans. Et ils ont un contrat avec le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet-là. Donc, c'est une clôture normale qui n'appelle aucune réflexion dans le sens de c'est parce qu'il y aurait eu faillite que le projet a été clôturé, loin de là. Maintenant, vous posez une question toute personnelle que je vous prierai d'adresser au président Patrice Talon parce que, en dehors de ce qu'il a pu dire devant les jeunes, relatif à son regret de ne pas voir aboutir pendant qu'il est dans la charge notre projet ambitieux de construction de lycées techniques agricoles, d'écoles de métiers pour la mise en œuvre concrète de notre programme de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Je ne sais pas s'il y a un autre point lié à l'action du gouvernement, pour parler ainsi, qui constituerait pour lui un motif d'insatisfaction majeure. Pour le reste, je crois que quand on regarde le bilan global, même s'il y a des points sur lesquels on n'a pas eu les résultats qu'on aurait escomptés, quand on regarde le bilan globalement, il y a lieu d'être fier quand même d'avoir été le capitaine de l'équipe grâce à laquelle les Béninoises et les Béninois dans leur ensemble ont réalisé ces grands pas. Oser s'offrir un agneau de sacrifice, je dirais propitiatoire, pour que le Bénin soit définitivement sauvé de ses vieux démons, n'est pas rien. Et ça me fait dire, vous devez le penser aussi, que si même le diable venait à prendre la conduite de notre pays dans 50 ans ou dans 100 ans, je pense qu'il dira qu'au Bénin, désormais, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Rien que ça, c'est un motif de grande satisfaction, de sorte que les insatisfactions peuvent se noyer dans le bilan global qui, en lui-même, est très satisfaisant de l'avis même de nos concitoyens et des observateurs d'ailleurs qui regardent le Bénin et qui voient comment, en quelques années, nous avons fait de grands bonds en avant. Le président élu, lui, il sait ce qu'il doit faire. Je n'ai pas de conseil à lui donner. ABP, ministère de la Communication, c'est 2 sujets différents. La liquidation de l'ABP, comme de certaines autres structures ces dernières années, tient objectivement de leur non-viabilité au moment où la décision a été prise ou d'une décision stratégique de réorienter l'action des structures concernées. Le ministère de la Communication, c'est une décision politique du président de la République élu qui a considéré qu'il pouvait réaliser son programme d'action du gouvernement sans forcément avoir un ministère dont l'intitulé est. Parce qu'il y a un autre ministère qui est en charge du secteur des médias. Donc, à mon avis, il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Le Sénat, c'est une institution prévue par la Constitution. Il sera mis en place. Je pense que vous n'attendrez plus aussi longtemps que vous avez déjà attendu depuis la réforme constitutionnelle pour l'avoir. Et je pense aussi que tous les membres de droit devraient honorer la République de leur disponibilité. Et ceux qui seraient identifiés et cooptés, à leur côté, feront vivre cette institution pour lui permettre d'apporter toute sa contribution à l'édification d'un Bénin encore plus grand et plus prospère. Sur le front de la lutte contre le terrorisme,
J'ai croisé en venant ici le chef d'état-major général des forces armées béninoises. Et je lui fais la boutade. Mon général, nous avons de l'accalmie depuis un moment maintenant. Il m'a dit oui, et nous travaillons à ce que cela soit durable. Vous devez reconnaître avec nous que même si notre pays a fait l'objet, ou fait encore l'objet, de tentatives, d'agressions, d'attaques terroristes, nous montrons une telle résilience que nous pouvons aller et venir partout sur notre territoire. Nous avons tenu de grandes activités. Les élections étant les dernières, qui ont pu se tenir dans tous les villages, dans tous les quartiers de ville, parce que la sécurité est garantie sur notre territoire. Pour autant, nous aimerions tellement ne plus subir d'attaques. Nous aimerions tellement que, dans le cadre d'une bonne coopération avec nos voisins, une stratégie communautaire nous permette d'obtenir de meilleurs résultats sur ce front-là. Donc, on peut à tout le moins considérer que si nous n'avons pas fait 100% sur le front antiterroriste, nous sommes quand même largement, très largement, au-dessus de la moyenne, et c'est ça qui nous vaut la quiétude que nous avons en ce moment. Et puis vous dites, est-ce que sur le plan du chantier démocratique, le bilan peut être aussi heureux que sur les autres? Monsieur Aplogan, c'est parce que vous et moi sommes des contemporains des différentes réformes pertinentes qui ont été engagées ces dernières années que nous pensons parfois qu'elles sont allées tellement loin qu'elles ont eu tendance parfois à nous faire penser que nous remettions en cause la démocratie. Mais j'ai déjà eu l'occasion de dire, et je vais répéter ici, que ce qui a été fait sous le magistère du président Patrice Talon, c'est une façon de normaliser enfin notre démocratie. Il n'arriverait à l'idée de personne aujourd'hui de penser que les États-Unis ne sont pas une démocratie. Pourtant, les États-Unis ont un système électoral qui fait que quelqu'un peut remporter le vote populaire avec un écart de plusieurs millions de voix sans être président de la République. Est-ce que ça n'est pas une démocratie? C'est une démocratie, conformément au choix qu'ils ont fait pour leur société. Vous observerez que les pays occidentaux, je dis de l'Europe en particulier, qui sont pour la plupart encore des monarchies, même si c'est des monarchies parlementaires, appliquent différemment la démocratie. Les règles ne sont pas exactement les mêmes partout. Les principes, ils sont les mêmes, il faut les prendre, les adapter à ces contextes, à ces besoins, à ces ambitions. Et nous avons compris au Bénin, enfin, qu'il ne nous servait à rien de singer les autres, de chercher à leur ressembler trait pour trait en ce qu'ils font depuis 300 ans, 400 ans, 500 ans parfois. Nous n'avons pas 50 ans de pratique démocratique continue au Bénin. Donc ce que nous faisons là, dans 20 ans, dans 50 ans, les Béninois de l'époque trouveront que c'est tellement normal parce que le pays aura été normalisé, stabilisé, avec une pratique démocratique responsable, mature. Les protagonistes d'aujourd'hui ne seraient plus là pour dire on a exigé 20% ici, on a exigé 10% là. Ceux qui vivront demain seront fiers de nous parce que nous aurons été pour eux réellement une bonne providence. Et puis, vous espérez une grâce présidentielle pour certains de nos concitoyens que vous qualifiez de prisonniers politiques, M. Aplogan. Est-ce que le mot n'est pas un peu fort? Parce qu'il vient de vous. Vous connaissez notre religion en la matière. Il y a des acteurs politiques qui sont en prison pour diverses infractions et cela ne fait pas d'eux des prisonniers politiques. Cette clarification étant faite, le 31 juillet, comme le 31 décembre, nous avons été habitués parfois à la signature d'un décret du président de la République en exercice qui gracie. Il me semble qu'aujourd'hui, nous soyons relativement loin du 31 juillet et encore plus loin du 31 décembre. Bon, cependant, en 96 heures, beaucoup de choses peuvent se passer, y compris les choses que vous n'espérez pas.
Et peut-être aussi que les choses que vous espérez peuvent ne pas advenir. Je vous ai privilégié, vous des médias, en étant avec vous ici, parce qu'autrement, je devais être actuellement dans la séance qui fait le point des préparatifs pour dimanche. Mais ce que je sais vous dire, c'est que tout est en bonne voie, tout est en place même pour que nous vivions une belle cérémonie. À l'instant où je vous parle, je n'ai pas d'informations sur la présence de chefs d'État étrangers. Mais vous savez au moins que ça n'est pas dans nos habitudes pour ce genre d'événement de solliciter ou de gêner des dirigeants étrangers pour les faire venir assister à cela. Mais nous attendons d'en savoir davantage. Et puis, vous voulez savoir mon plus grand regret. Au bout de 9 ans et demi de collaboration avec le président Patrice Talon ou d'apprentissage de la gestion de l'État, j'aurai l'occasion, si l'univers m'en prête le temps, de commettre à un moment ou à un autre des mémoires d'où émergerait ce qui pourrait être considéré comme un regret, mais surtout aussi ce qui serait des acquis. Mais j'aime à dire que c'est exaltant à faire. Ça permet d'apprendre le sens des nuances, de savoir que la vie n'est pas ou chaude ou froide, ou noire ou blanche. Entre le chaud et le froid, vous avez plusieurs nuances de tiède, et entre le blanc et le noir, vous avez autant de nuances de gris. Ça, c'est la leçon fondamentale que cette pratique enseigne, et je vous la souhaite tous à un moment ou à un autre de votre parcours. Si vous en avez l'âme pour supporter les aspérités et les amertumes que cela peut charrier aussi, parce que beaucoup en parlent en ne voyant que les douceurs éventuelles, mais oubliant que c'est un tout. Donc voilà ce que je peux vous dire. Si ça avait été une décision du gouvernement, passée en Conseil des ministres, j'aurais été très à l'aise pour vous en donner les tenants et aboutissants. Il me semble que la SRTB soit une société anonyme qui a des organes de direction, une direction générale, un conseil d'administration. Et je suis convaincu que ce sont vos meilleurs interlocuteurs pour vous expliquer pourquoi ils en sont arrivés à prendre cette décision. Après, je peux penser humainement, et le gouvernement également, qu'à partir du moment où ils ont planifié une telle décision, ils auraient gagné à faire savoir au personnel un peu avant pour préparer les uns et les autres à cette éventualité, parce que nous avons appris que les gens ont été pris au dépourvu, ils ont eu l'information au tout dernier moment. Humainement, je pense que c'est déplorable. Ils auraient pu être avertis avant, se préparer, y compris ceux qui ne sont pas concernés, pour que chacun sache que ça peut arriver à tout moment. Et puis, cela étant, ça fait partie quand même si ça n'est pas souhaitable, ça fait partie de la vie de toute entreprise. Ça peut arriver à un moment ou à un autre, pour diverses raisons. Et si les conditions sont remplies, les dirigeants ont à prendre courageusement la décision, mais ensuite à respecter les droits sociaux des personnes qui sont concernées. Vous avez relevé que le magistère du président Patrice Talon a permis à notre pays d'engranger et de se faire une bonne santé économique, avec le reproche cependant d'une certaine partie de l'opinion consistant à dire que cette croissance ne retombe pas dans les poches ou dans les assiettes de nos concitoyens. Quand vous voyez l'ampleur des infrastructures réalisées, et si vous n'avez pas le sentiment que c'est la redistribution de la richesse collective qui permet d'apporter de bonnes routes pour faciliter la mobilité des gens partout dans le pays, vous n'avez pas fait une bonne lecture
quand vous voyez qu'en 10 ans, on est passé de 40% de Béninois à peine ayant accès à l'eau potable à plus de 80%, vous devez considérer que c'est la redistribution de la richesse nationale qui permet de le faire. Quand vous voyez que nous sommes passés d'à peine 300 villages au Bénin ayant accès à l'électricité en 2016 à pratiquement 1000 aujourd'hui, donc on a multiplié par 3, vous devez convenir aussi avec nous que c'est de la redistribution de la croissance qu'il s'agit. Quand vous savez que nous sommes partis de 200-250 000 enfants béninois qui avaient accès aux cantines scolaires pendant 20 jours dans l'année scolaire jusqu'en 2016, et qu'aujourd'hui nous sommes pratiquement à 1 400 000 enfants béninois qui mangent à l'école un repas chaud du jour de la rentrée au jour des vacances, cela s'appelle aussi de la redistribution de la richesse nationale. Quand vous savez qu'aujourd'hui au Bénin, on peut être le pire contenteur du président Talon, on peut être son meilleur opposant si l'État organise un concours de recrutement et qu'on travaille mieux que l'enfant du député, l'enfant du maire, l'enfant du ministre, on réussit en tant qu'opposant quand l'enfant du député échoue. Ça n'était pas possible avant. Ça, c'est de la justice sociale et ça n'a pas de prix. Montrer à tous qu'on est les enfants du pays au même titre, qu'on a les mêmes droits, c'est un acquis fondamental que nous venons de faire sur les 10 ans. Et croyez-le, c'est beaucoup de renoncements exigés aux acteurs politiques pour les pratiques qui étaient les leurs avant. Et on peut démultiplier les exemples de réalisation qui impactent directement la vie des gens. J'indiquerai par exemple, pour finir, le développement prodigieux du numérique aujourd'hui. Avec le numérique aujourd'hui, l'administration béninoise ne ferme plus. Parce que même à 2 h du matin, à 3 h du matin, vous pouvez faire des demandes en ligne. Ça n'est pas le cas. Si votre crédit, vous avez un compteur prépayé et que votre crédit, vous lâchez à 2 h du matin, vous pouvez à 2 h du matin acheter du crédit et recharger votre compteur. Si vous êtes né à Liboussou, dans la commune de Ségbana, et que vous vivez à Cotonou, vous n'aurez pas besoin d'aller à Ségbana aujourd'hui pour avoir, ou à Kandi, pour avoir votre casier judiciaire. Et souvent, on n'a pas conscience que les frais collatéraux ou les frais directs que nous engagions dans toutes ces formalités, aujourd'hui restent dans nos poches. C'est une dimension sociale de l'action du gouvernement et qui n'est pas des moindres. Donc, oui, on peut dire qu'il y a encore des manques parce qu'il y a encore des besoins à couvrir. C'est légitime. Mais on ne peut pas dénier à ce gouvernement d'avoir fait, comme le président Talon l'a postulé à son entrée en fonction le 23 mai 2021 pour son second mandat, on a fait de ce mandat un mandat hautement social au regard des réalisations qui ont été faites dans maints domaines. Et je n'ai pas de doute que ces acquis-là seront prolongés par le président Wadahi et que nous aurons l'occasion d'apprécier, de voir que grâce aux bases solides qui ont été posées ces 10 dernières années, au prix de grands efforts et sacrifices, il pourra prendre appui là-dessus avec son équipe pour nous porter encore plus loin dans tous les domaines qui structurent notre bien-être collectif et individuel. Aujourd'hui, vous avez la Cour constitutionnelle qui est juge ou arbitre du fonctionnement des institutions. Et il est déjà arrivé plusieurs fois dans notre pays que la Cour rende une décision qui arrange telle institution et qui n'arrange pas telle autre. Pour autant, les institutions sont en place et chacune joue sa partition pour que notre pays se porte bien. Le Sénat aura sa place dans l'architecture institutionnelle de notre pays, apportera également sa contribution. Je voudrais juste que vous sachiez que le Sénat, c'est comme une assemblée de sages. Et la sagesse, ce n'est pas seulement à la blancheur de la barbe, sinon le bouc serait plus sage que Socrate. La sagesse, c'est aussi lié au poids des expériences accumulées, au vécu.
dans de nombreuses familles du Bénin, vous avez des chefs de famille ou de collectivité. Même dans des villages, vous avez encore des sages parfois qui peuvent se mettre sous l'arbre pour aider à régler des problèmes. Le Sénat, en ce qu'il comporte en son sein nos anciens présidents de la République. Et être ancien président de la République, particulièrement au Bénin, ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. Dans les années 70-80, il y avait des querelles entre deux chefs d'État africains et il paraît que l'un, Sékou Touré pour ne pas le nommer, a lancé à l'autre si tu es vraiment assez fort là, il faut aller gouverner le Dahomey pendant 24 heures et puis on va voir si tu es fort. Donc le Bénin ex-Dahomey, si vous avez réussi à le diriger un jour, une semaine, un mois, un an, 10 ans, 10 ans et 6 semaines, ça n'est pas rien. 5 ans, ça n'est pas rien du tout. Si vous avez été président de l'Assemblée nationale, président de la Cour constitutionnelle, ayant effectué au moins la moitié du mandat de 5 ans à la tête de ces institutions, vous faites partie des membres de droit pour siéger au Sénat parce qu'on considère que vous avez une certaine expérience de la vie du Bénin, mais de la vie des institutions. Et puis il y a des membres qui ne sont pas de droit, qui vont être cooptés, nommés par le président de la République et le président de l'Assemblée nationale si les membres de droit n'atteignent pas 25. Donc, le Sénat va être une assemblée de sages et le rôle du sage, ce n'est pas toujours de dire « toi tu as tort, toi tu as raison », c'est de trouver les bons équilibres pour que tout le monde, à la fin, s'en tire bien. C'est une assemblée de sages qui rassemble des gens qui, désormais, sont interdits de faire de la politique politicienne. On ne peut plus être au Sénat et être membre d'un parti, être chef d'un parti. Non, c'est fini. Vous êtes là, vous êtes des arbitres, et vous êtes des arbitres neutres pour que le Bénin se porte bien. Notre vocation d'aujourd'hui et de demain, c'est de gagner la Coupe du Monde un jour et de la gagner plusieurs fois, puisque d'autres ont gagné plusieurs fois. N'est-ce pas? Mais il a fallu travailler pour être là. Nous avons commencé à créer les conditions pour que cela soit également possible pour notre pays. Cette qualification, elle n'aurait pas été possible il y a 10 ans. Quand, en 2016, l'État du Bénin mettait à la disposition des associations et fédérations sportives comme subvention 75 millions de francs CFA. La dernière dotation du gouvernement du Bénin aux fédérations et associations sportives avant l'arrivée du président Talon, c'était 75 millions de francs CFA sur l'année. En 10 ans, nous sommes aujourd'hui à plus de 4 milliards de subventions aux fédérations et associations sportives et à plus de 3,5 milliards de dotations pour leur participation aux différentes campagnes de qualification. Est-ce que vous voyez la différence? C'est ça qui crée une dynamique. Vous parlez des Amazones U20, vous pouviez parler aussi des Amazones de beach handball qui sont qualifiées pour le mondial. Elles ont été sacrées championnes d'Afrique et elles sont qualifiées pour le mondial en Croatie. C'est une dynamique. Et quand on va y participer, nous n'allons pas faire seulement, comme dit Pierre de Coubertin, on ne va pas participer seulement. L'essentiel ne sera plus pour nous de participer. C'est pour ça qu'on peut être heureux que sous le magistère du président Patrice Talon, les Guépards aient passé 2 fois la phase de groupe à la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons été quart de finalistes, nous avons été 8e de finalistes. Ça n'était jamais arrivé avant 2016. Nous n'avions même jamais remporté un match en phase de poule. Aujourd'hui, nous avons satisfait à tous ces critères. Et comme l'appétit vient en mangeant, nous travaillons. L'État va continuer à soutenir le sport avec les acteurs privés qui apportent leur contribution pour structurer de plus en plus un sport professionnel au Bénin et compétitif. Et donc un jour, oui, et je l'espère de notre vivant, nous remporterons une CAN, une Coupe du Monde, et quand vous serez dans nos positions, on va souhaiter que
vous prolongiez cette belle aventure et qu'il y a d'autres trophées qui viennent gagner notre armoire à trophées. C'est notre rêve. Et il n'est pas trop grand pour nous. Si on peut gagner en 2026, on ne va pas refuser. Mais si 2026 nous sert de rente d'observation pour prendre nos marques et que c'est en 2030 ou en 2034 qu'on va gagner, mais on est preneur. Je signe. Si vous me dites qu'on gagne en 2034, je signe tout de suite. Si vous me dites davantage que c'est 2026, pourquoi pas? Je serai un peu frileux, mais je vais signer quand même. Moi, j'ai foi que nous pouvons et que désormais, aucun rêve n'est trop grand pour nous. La seule condition pour les réaliser, nos rêves, c'est de travailler. Et c'est de travailler avec abnégation. Or, nous avons commencé à le faire. Nous commençons à mieux travailler, à travailler avec acharnement. Et nous sommes motivés parce que nous savons que l'effort paye. Nous en voyons les résultats. Donc, n'ayez aucun doute, le Bénin, votre pays, un jour soulèvera la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique et s'imposera comme une grande nation sportive. Vous me faites me sentir nostalgique du métier. Mais je vous avertis, si je viens, j'irai dans l'organe où vous êtes, mais vous allez perdre votre poste. C'est mon état d'esprit. Parce que votre employeur, s'il doit bien payer un journaliste, il va payer celui qui fait bien son travail. Ou bien, pour qu'il continue à bien faire et pour qu'il ne l'abandonne pas. Moi, je tâcherai de bien faire et de prendre vos places. Maintenant, si vos employeurs ne vous traitent pas bien, vous n'êtes plus des enfants. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités si vous avez des employeurs qui ne vous traitent pas bien. Pendant que j'étais avec vous, j'ai été responsable syndical. Je n'avais pas de problème de sécurité sociale parce que je travaillais dans un organe où on avait une convention qui était appliquée, j'étais payé et j'étais déclaré. Mais quand j'ai mobilisé ceux qui avaient ces problèmes pour leur dire on va manifester contre vos patrons, ce sont eux qui m'ont encore dit non, grand frère, ils vont nous renvoyer si on fait ça. J'ai dit mais ils ne vous payent pas et vous vous plaignez. Je vous dis on va faire un mouvement, vous dites ils vont vous renvoyer. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? C'est d'abord vous qui devez décider ce que vous voulez pour vous et pour votre corporation. Maintenant, après, vous pouvez vous-même, objectivement, vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes sûr que l'économie de la presse au Bénin existe aujourd'hui au regard du marché que vous avez, de la multiplicité de vos organes qui gagneraient peut-être à se regrouper au lieu de faire comme les politiciens faisaient avant, où chacun veut être le directeur de publication de son journal, le promoteur de sa radio, de sa télé. Est-ce que vous êtes sûr que le marché existe au Bénin pour consommer 100 journaux tous les jours, 100 titres différents, et qui tirent à combien d'exemplaires? Ce sont les vraies questions que vous devez vous poser d'abord avant d'interpeller les autres. Et je crois que la HAC y veillera et vous-même vous pouvez instiguer, vous pouvez aiguillonner la HAC pour qu'elle regarde avec vous comment elle peut amener vos employeurs ou le secteur à mieux se structurer pour profiter à ces animateurs. Et comme vous dites, si j'ai un enfant demain dont la passion c'est ça, je ne ferai rien pour l'en empêcher. Je lui créerai les conditions pour qu'une fois là, il excelle. Et s'il excelle, il sera forcément dans les positions où il vivra de son métier. C'est le seul secret que je connaisse. Et c'est celui que je partage avec vous, en toute modestie. Chers amis, merci pour ces moments. Merci d'avoir été avec nous, des acteurs et des témoins de la renaissance visible de notre pays. Ce ne fut pas de tout repos, c'est vrai, mais personne ne niera que ce fut exaltant, passionnant aussi.
que les difficultés éventuelles soient pour nous autant de motifs de nous accrocher et d'aller plus loin pour bâtir un Bénin fort, un Bénin résilient, dans lequel il fasse bon vivre pour chacun, chacune et pour tous. Merci et à bientôt.